Hello, moi c'est Jason et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonne écoute sur Génération Comptable. Bonjour Emmanuel, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Génération Comptable et chez Lama Compta à Nantes. Bonjour Audrey, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir, merci à toi d'être là. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Bien sûr, je suis Emmanuel, je suis marié à une femme formidable et j'ai 2 magnifiques enfants. Je suis expert comptable uniquement, pas commissaire aux comptes. Et j'ai créé mon cabinet, donc le cabinet ACAB, il y a 3 ans. Petit cabinet, j'ai ma première salariée depuis le mois de janvier, janvier 2023. Et je suis donc expert comptable généraliste et surtout orienté sur les petites entreprises. C'est vraiment mon secteur d'activité, c'est les petits entrepreneurs. Génial, merci pour cette présentation. On va rentrer plus en détail tout au long du podcast. D'abord, je vais t'inviter à te rappeler, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi comme métier ? Oula, quand j'étais petit, je voulais faire quoi ? Agent secret, je voulais être James Bond. Beau projet. Oui, beau projet. Alors, ça demande un physique que j'ai pas, des efforts que j'ai pas fournis non plus. Mais en fait, assez curieusement, je retrouve des choses là-dedans. Le côté homme de l'ombre, ce qui me va bien, et le côté investissement pour les autres aussi, parce que forcément, un agent secret travaille pour sa patrie, sa nation. Ce qui est pas très français en fait, hein, on n'est pas très patriotique, mais je trouvais ça assez la notion de dévouement, tu vois. Et au final, je me dis tiens, c'est marrant, ça colle assez un peu avec un rêve d'enfant. J'ai gardé 2-3 trucs de bien évidemment, je ne suis pas agent secret, j'ai pas une vie secrète, mais je retrouve ça en fait dans ce rêve d'enfant. Après sur les choses, on y reviendra, mais à un moment donné, plus jeune adulte, c'était fin collège, je me projetais plutôt dans l'informatique. Donc okay. Je suis né en 82, donc tu vois je finissais ma scolarité un peu avant les années 2000 et l'informatique était là et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et au final je suis un geek mais ça m'a pas intéressé tant que ça au final parce que j'ai pas fait d'études d'informatique. Bah oui, alors qu'est-ce qui t'a emmené finalement à faire des études de compta ? Eh bien, à l'époque, l'informatique, si tu partais en études, il fallait mettre les mains dedans. C'est-à-dire qu'on rentrait dans la bécane, et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre à utiliser la machine. Et non pas de faire du code ou de faire de la programmation, ce que je regrette amèrement aujourd'hui. Et mon Dieu, quel mauvais choix, mais c'est pas grave. Enfin, je regrette amèrement, non, parce que je regrette pas d'avoir fait des études de compta, mais je regrette de pas savoir faire du code. Mais à l'époque, voilà, ça m'intéressait pas. Rentrer dans la machine, j'ai redoublé ma seconde en tertiaire, je suis parti à la Joliverie, et c'était compta informatique, je sais plus comment ça s'appelait. Et du coup, la découverte de la compta, la découverte que l'informatique c'était loin d'être cool, du coup la compta. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que l'informatique, c'est pas cool et que la compta, c'est cool. C'est cool, c'est ça. Si vous cherchez un métier. Cool. Ok, donc tu as fait la Joliverie. Après, je crois que tu es parti à lycée 2E, c'est bien ça ? J'ai fait donc effectivement la Joliverie, donc tout le lycée. J'avais l'opportunité de pouvoir continuer en fait à la Joliverie en BTS compta. Mais alors je suis pas un grand extraverti, je suis plutôt un grand timide à la base. Et je m'étais dit si je reste en BTS, je reste en système scolaire dans une école que je connais, qui est très bien, ok. Mais j'avais un peu aussi envie de profiter des années étudiantes. Donc je suis d'abord parti à l'UTGEA à Nantes pour avoir à côté un peu entre deux, parce que je voulais pas partir en fac d'éco, même si l'éco m'intéressait beaucoup. J'étais très mauvais, mais ça m'intéressait. Et je m'étais dit, si je pars en fac, je vais être lâché, je vais manquer d'encadrement et j'ai pas des notes extra, donc ça va pas le faire. Et donc IUT-GEA pendant 2 ans. Et après, j'ai été récupéré par, parce que c'est la réalité, un des professeurs qui faisait son marché à l'ITGA, Monsieur Barbeau, qui était directeur de lycée 2E, et il allait piocher les candidats qu'il voulait. Et il m'avait dit, toi t'es un branleur, tu fous rien, mais si tu bosses, tu peux y arriver, donc tu viens, mais va falloir bosser. Et effectivement, il a pas menti, putain, fallait bosser. Donc IUT-GEA, ensuite lycée 2E, après oui. Donc tu es diplômé du DSCG. À l'issue de lycée. DSC, alors moi comme j'avais fait l'ITGEA, j'ai pas intégré en DP, c'était DPECF à l'époque. J'ai pas fait la classe préparatoire, donc je suis arrivé directement en DECF, donc équivalent DCG, et puis après DSCG. Donc DECF en 1 an, et après on passait notre épreuve, je sais plus, juillet, un truc comme ça, on reprenait les cours en septembre. Et il fallait passer l'épreuve du DESCF en décembre. Je crois que les dates ont changé maintenant. Donc c'était un peu intense.
Et d'ailleurs, le DESCF, je l'ai pas eu du premier coup, épuisé effectivement par l'enchaînement et le suivi. Mais c'était voilà. Je crois que je suis la dernière année du modèle DESCF parce qu'après moi, après la deuxième tentative, c'était le petit coup de pression, c'était faut y arriver parce que derrière il y a l'anglais qui arrive. Hein, donc et bon, comme tout français et tout comptable, je suis pas forcément très bon en anglais. Ok, donc finalement tu l'as eu. Oui. Donc c'est bon, t'as échappé à l'anglais alors. J'ai échappé à l'anglais dans le milieu professionnel. Et alors après, il s'est passé quoi? Après, il s'est passé quoi? Ma stratégie était de me dire, je voulais enchaîner les études. J'ai pas fait d'alternance par choix en me disant, à partir du moment où tu vas mettre le doigt dans le milieu du travail, ça va être compliqué de se motiver pour reprendre les études qui sont un peu longues et qui me demandaient en tout cas beaucoup d'efforts. Parce que j'ai jamais été très très bon à l'école. En général, moyen, c'est ce qui qualifie. Voilà, donc je suis sur des notes entre 9 et 11, tu vois. Et donc l'idée c'était de me dire, il faut se débarrasser des diplômes et par contre, une fois que j'arrive au boulot, le kiff, voilà. J'avais cette idée de se dire, le travail c'est la vie et je vais m'éclater là-dedans. Un peu utopiste, mais c'est pas grave. Un peu vision jeune, quoi. Mais en même temps, je pense que c'était aussi révélateur de là-dessus, je me connaissais un peu. Je savais que j'irais à fond et donc se partager entre les études et le travail. Avec le recul, je pense pas avoir fait l'erreur, mais ça aurait été compliqué. Et donc du coup, t'envoies tes premiers CV, c'est-à-dire que t'as bossé, t'es rincé, mais tu peux accéder en tout cas au monde de l'entreprise. T'envoies tes premiers CV et puis comme beaucoup, sort d'études, c'est les gros qui te prennent et donc je voulais plutôt des petits cabinets à taille familiale. Et en fait, c'est une extenso qui m'a dit oui. Voilà, tu vas où on te dit oui. Hein. J'ai eu une seule réponse positive sur les 10 CV que t'envoies. Je fais pas. Je ne suis qu'un étudiant. Donc je réponds positivement à celui qui m'a dit oui. Donc je suis allé travailler à une extenso. C'était en mois de décembre, un truc comme ça. Alors, je te dirai plus l'année, mais 2005. Non, tu connais mieux mon CV. C'est marqué sur LinkedIn, donc ça aide. Ça aide, d'accord. Donc décembre 2005, effectivement, une extenso. Et puis assez rapidement, j'ai changé. Et le côté grosse structure, ça te convenait moins? Qu'est-ce qui... Le côté, alors moi j'étais convaincu de pas être fait pour. Il y a des avantages quand même parce que ils ont une capacité d'accueil qui est quand même pas neutre. À l'époque, je crois que c'était une extenso à Saint-Herblain. Oui. À l'époque, tous les vendredis vers 17h, il y avait un petit pot de fin de semaine, alors qui était pas forcément alcoolisé. Je trouvais que c'était pas idiot. Mais il y avait, dans mes souvenirs, il y avait des jus, des brioches, etc. Mais c'était vraiment un peu détente. Et donc il y avait tous ceux qui bossaient tard, qui en profitaient pour faire une pause. Il y a tous ceux qui prenaient leur goûter avant de rentrer chez eux. Puis il y a tous ceux qui étaient déjà partis. Mais mine de rien, ça crée. Il y a un bureau dans lequel on peut aller. Il y a un moment. Et c'est des petits trucs où tu vois, tu te dis, dans l'accueil des gens, des nouveaux candidats, des nouveaux salariés, c'est pas mal. Il y avait eu une journée d'intégration, il me semble. Mais je trouvais que dans l'accueil, la structure fait que c'est plus facile, tu rentres dans un cadre, c'est rassurant, il y a un parcours et c'est quand même pas mal. J'avais un copain qui y était déjà, qui avait été embauché avant moi à une extenso, donc ça c'est aussi rassurant. Un copain que j'avais rencontré à l'IUT. Donc je suis pas sûr qu'à l'époque ce soit vraiment le côté grosse structure, même si à long terme, il y a un fonctionnement qui est pour le coup trop structuré. Il faut respecter, tu peux pas passer senior avant 5 ans et puis après, etc. Donc il y a vraiment un échelon à respecter. Moi ça me. Et toi t'étais plus pressé que ça? Alors pas forcément, mais j'aime pas les cadres. J'aime pas qu'on me mette des limites. Faut bien respecter un peu, faut bien commencer. Mais même si c'était pas forcément exprimé comme ça ou clair dans ma vision comme ça, parce que c'est pareil en fait, mes débuts ils sont catastrophiques, ils sont difficiles, donc je pouvais pas prétendre à me dire non mais je vaux mieux que ça. À l'époque je valais pas grand chose. Mais en tout cas ça s'était très 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 mal passé avec ma responsable et au bout d'un moment j'ai craqué et puis je me dis faut que j'aille voir ailleurs. Et donc j'ai reconsulté un cabinet avec qui j'avais rencontré, avec qui ça s'était bien passé en entretien, mais il m'avait dit j'ai besoin de vous que en CDD pour la période fiscale et après je ne sais pas. Et donc j'ai recontacté un cabinet, un petit cabinet à taille humaine que j'avais rencontré avant mais qui pouvait pas à l'origine me prendre en CDI et j'avais en gros
à la base un choix entre un CDI ou un CDD. J'ai pris le CDI. Et donc j'avais recontacté ce monsieur-là en me disant vous aviez besoin de moi pour la période fiscale. En gros, elle se termine. Est-ce qu'il y a un besoin? Et il m'a dit oui. Et je me souviens, c'est marrant. Hein, j'ai sauté de joie. À la conclusion du coup de téléphone, j'ai littéralement sauté de joie. Alors qu'après je suis parti aussi. Je suis resté 5 mois in extenso, plus pour des questions d'affinité avec ma responsable réellement qu'autre chose. Oui, en fait, c'est vrai que ça dépend dans l'équipe dans laquelle tu tombes, ça dépend de plein de, Tout à fait. Plein de choses. C'est vrai que je disais grosse structure tout à l'heure, parce que tu avais ce préjugé à la base avant d'y rentrer. Mais en fait, on se rend compte que même si ça paraît être des grosses structures, en fait, il y a plusieurs bureaux. Oui. Donc, il y a plusieurs bureaux, il y a des services, donc tu peux avoir le sentiment, et même le service où j'étais était un service en fait qui était issu d'un rachat d'un autre cabinet, c'était un service immobilier, qui était un cabinet spécialisé là-dedans qu'ils avaient racheté. Donc on peut très bien y trouver. Je pense honnêtement que j'y aurais pas fait ma vie pour justement le côté trop cadré et il y a des marches à respecter qui auraient pas été les miennes. D'accord. Ok, donc t'as fait ces 2 cabinets-là avec des missions du coup différentes, puisque chez Inextenso c'était plus sur de l'immobilier. Oui, j'étais dans un service effectivement qui était quasi exclusif, alors pas quasi exclusivement sur l'immobilier, on faisait des bilans, mais c'était un cabinet qui avait une spécialité dans l'immobilier qui avait été racheté. Et à l'époque, 2005, oui, réforme comptable sur l'immobilier, pardon pour le jargon technique, mais il y a la notion de composants dans l'immobilier, et donc de se dire, aujourd'hui, un immeuble, on va plus le regarder dans son ensemble en disant ça vaut 500 000 euros et puis on va amortir ça sur 40 ans. Et c'est de se dire, on va pas amortir la moquette ou la peinture au même rythme que le béton. Et donc il fallait décomposer la valeur d'un immeuble. Et c'est ce que j'ai fait pendant 5 mois. Sur tous les fichiers clients, enfin tout le fichier client. Donc j'étais pas mauvais là-dessus. Sur le reste, je sais pas, mais là-dessus j'étais pas mauvais. Hein. Un immeuble, je sais ce que c'est. Voilà. J'ai des bons restes, même quasiment 20 ans après, j'ai des restes. Ça marque. C'est toujours utile. C'est toujours utile. Et j'ai eu ma première rencontre client, une anecdote qui me fait toujours rire. Pardon, je digresse, mais avec lié à l'immobilier, un client qui arrive à l'accueil à Inextenso et qui demande à recevoir quelqu'un parce qu'il comprend pas pourquoi il paye autant de taxes et notamment de taxes foncières. Et ma responsable qui me dit Emmanuel, t'y vas. Je suis resté que 5 mois, donc premier contact en direct avec un client, et puis viens pas avec moi. Bon, elle me dit Emmanuel, c'est pas compliqué, une taxe foncière, c'est lié à un bâtiment, donc une taxe, un bâtiment, une taxe, un bâtiment. Bon, tu le fais parler, et puis voilà. Donc j'y vais, avec mon petit costume cravate trop grand, je reçois le client, salle de réunion à l'Inextenso, hein, donc t'as 250 mètres de bureau quand t'es tout seul avec le client. Et ça devait être impressionnant pour le premier rendez-vous client. Pour moi aussi, heureusement que t'as la veste, hein, parce que ça cache le fait que tu transpires, tu vois. Oui. Il y a un avantage de la veste, c'est bien celui-là quand même. Et puis je fais le malin, je dis monsieur le client, c'est pas difficile, hein, une taxe, c'est lié à un bâtiment, donc une taxe, un bâtiment, une taxe, un bâtiment. Et donc je dis celle-là c'est quoi? Il me dit ça c'est ma maison d'habitation. Ok. Ça, pas rien faire. Ça, c'est quoi? C'est ma maison secondaire. D'accord. Je dis, et celle-là, c'est quoi? Il me dit, il me dit, c'est ma garçonnière. D'accord. Je dis, je peux rien faire, en fait. Hein. Faut les payer, quoi. Et, alors, je sais plus comment ça s'est terminé, mais alors, psychologiquement, toi, c'est, et je me suis dit, mais il me le dit, en plus. Et je me dis, mais en fait, ça c'est un des trucs où je dis, on sait tout sur eux. À partir du moment où tu fais leur déclaration de revenus, on sait tout, en fait. Ouais. Et ça m'a marqué. C'était vraiment, toi, dans les premiers mois et mais il me le dit. Moi, je l'aurais jamais dit, mais jamais fait d'ailleurs. Mais c'est le côté agent secret. Mais c'est le côté agent secret, toi. Je sais. Ah oui, elle est sympa cette anecdote. Du coup, sur le deuxième cabinet, est-ce que tu avais des missions différentes? Comment tu as évolué sur la partie de ton poste? Et là, je vais véritablement commencer à avoir effectivement de la révision pleine et entière, je dirais de A à Z. Bien évidemment, la saisie, l'enregistrement de comptabilité. J'avais dû en faire une Inextenso. Honnêtement, j'ai des souvenirs assez flous. Je pense qu'on était vraiment sur des missions un peu particulière. Le véritable métier commence effectivement sur mon deuxième poste. Et bien évidemment beaucoup de saisie, un peu de juridique, déjà un peu en poste autonome. L'idée c'était nous qui rédigions nos courriers. Il y avait une secrétaire, mais elle n'était pas là forcément pour faire que ça. Donc bien évidemment elle reprenait tous mes courriers parce qu'ils étaient bourrés de fautes et c'était mal écrit, etc. Mais à la base, c'était à nous de tout faire et on se débrouillait avec une relation client. J'ai eu les premiers contacts clients, les rendez-vous que tu gères tout seul. Au début, accompagné.
en binôme. Donc ça, il y avait une structure, il y avait des accompagnants, c'était plutôt cool. Et effectivement, sur un expert comptable qui te donne ta chance. Et ça c'est cool. Et donc tu commences jeune avec la difficulté qui était la mienne et dont j'avais conscience. C'était que j'avais un joli CV parce que j'avais mon DESCF, mais je savais rien faire. Et avec le recul, je me souviens de quelques questions que j'avais posées, comme des questions, mais c'est comment je traite cette facture-là, et c'était une facture avec taxe TVA TTC, moins un compte versé, reste à payer, quoi. Et je me souviens d'avoir posé la question, mais comment je l'enregistre en comptabilité? Voilà, tu te dis, si on est honnête, normalement, si tu as étudié tes cours, tu dois savoir. Et puis là, tu bloques en fait face à la réalité des choses parce que tu as un écart entre le théorique et le pratique qui fait que tu sais plus, tu paniques un peu, c'est pas présenté comme dans les exercices ou comme dans les annales. Et donc, puis c'est la première fois où parce que le document, il y a 150 000 factures qui sont présentées de 150 000 manières différentes. Et voilà, je me souviens avoir posé la question. Aujourd'hui, je me suis dit, oh la vache, la loose. Mais j'ai un DESF et je sais pas enregistrer une facture avec un acompte, quoi. Mais tu vois, et j'avais un écart énorme, et donc il a fallu cravacher un peu pour rattraper, parce que forcément les gens se disent, il a un DESF, il sait faire des choses. En fait, pas beaucoup. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et c'est véritablement là que je dirais le métier de comptable commence, et surtout le contact client. J'ai des clients électriciens, des gens qui retapissaient pardon pour les mots si c'est pas les bons, les fauteuils, tu vois, qui regarnissent et qui retapissent les fauteuils, etc. Je me souviens très bien, je me souviens de leur prénom. C'est les premiers contacts, les premiers rendez-vous que tu fais tout seul. Je sais pas tout, mais c'est top. Hyper intéressant. J'étais en train de penser à ce que tu as dit justement sur le fait que on fait des études, après on arrive dans la vie active et tout d'un coup on a l'impression de rien savoir faire parce qu'il y a un énorme gap entre le théorique et le pratique. Oui. À ce moment-là, est-ce que tu travaillais sur des logiciels? Parce que tu nous as parlé de courrier, tu nous as pas parlé de logiciels. Oui, c'est vrai. Oui, on travaillait quand même sur des logiciels, effectivement. Ça devait être Cégide à l'époque. C'était Cégide à l'époque. Donc ça m'allait bien. De toute façon, c'était quasiment... je sais plus ce qu'on avait. C'était peut-être bien Cégide aussi, à une extenso. Je sais plus, une extenso honnêtement. Mais effectivement, sur le premier cabinet, la première expérience de collaborateur pleine et entière, c'était Cégide, il me semble. Et puis voilà, c'est ton premier logiciel, tu connais pas les autres. Et t'en connaissais en arrivant Est-ce que tu en avais étudié? Je sais plus. J'ai pas l'impression. Honnêtement, j'ai pas paradoxalement, alors que j'avais fait une partie d'études et j'avais une petite affection naissante pour l'informatique. J'ai pas souvenir d'avoir découvert des logiciels. Je pense peut-être à tort qu'il y en avait moins à l'époque qu'aujourd'hui. En tout cas, Cégide avait clairement une place un peu plus prépondérante. Non, je pense pas. Je pense pas connaître. Je pense que j'ai découvert. C'était bleu et gris. Ça, je me souviens. Le reste. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui sont en études, et pas forcément en alternance ou sans avoir forcément fait de stage, d'aller découvrir aussi les logiciels. Il y a toujours plein de démos sur YouTube ou autres. Ça permet de se familiariser quand même avec ce que vous allez rencontrer par la suite. Se familiariser, et moi, alors pour le coup, pour former aussi des gens qui font de la compta, il y a souvent cette question-là, de se dire on veut te former à l'outil qu'on va utiliser demain, mais ça dépend du cabinet, donc c'est compliqué. Et c'est surtout de les rassurer, c'est comme un vélo. Un logiciel de compta, c'est un logiciel de compta. À la base, il va toujours y avoir un journal, il va toujours y avoir un grand livre. Alors ce sera à droite, à gauche, ce sera en jaune, en vert ou en bleu. Et globalement, vous trouverez toutes les fonctionnalités. Donc à un moment donné, vous perturbez pas trop avec le nom du logiciel, et puis faites votre taf, quoi. Et ça, je pense qu'effectivement, j'avais quand même une certaine appétence, en tout cas l'utilisation de l'outil informatique, et je me souviens avoir passé du temps, parce que on avait du temps, à vadrouiller dans le logiciel. Je me souviens même effectivement de son ergonomie. Pour voir comment il fonctionnait, voir c'était quoi les liens entre les différents modules, etc. Et ça, je pense que c'est un travail que j'ai fait sur le tas, sur le terrain, en prenant le temps au cabinet. T'as fait d'autres cabinets par la suite? Oh oui. Raconte-nous. J'en ai fait beaucoup. Malgré le fait d'avoir effectivement donc ma deuxième expérience, j'étais hyper content d'y aller, et puis l'expert comptable, c'était vraiment quelqu'un qui était capable de donner sa chance aux gens. Et il y avait des salariés qui avaient des histoires assez sympas. Et pour autant, c'est quelqu'un qui avait du mal à gérer son stress. Et clairement, dans le management, il y avait toujours quelqu'un qui était un peu son bouc émissaire. Et je me souviens, il y a un salarié qui est parti, il m'a dit le prochain c'est toi. Et ça m'avait vexé. Et je me dis non, parce que moi j'ai de l'ambition, et puis je vais serrer les fesses, et puis je vais bosser, je vais y arriver, et puis voilà. Et en fait, il a eu raison. Le prochain c'était moi. Et malgré tout, malgré toute la gentillesse de ce bonhomme-là, il était pas toujours facile à vivre. Je sais même pas s'il est encore en exercice. Et puis, au bout d'un moment, j'ai craqué, effectivement, et puis je suis allé voir ailleurs. Et par contre, j'ai toujours eu ce côté-là, de me dire, si ça me va pas, alors j'ai une certaine résistance quand même, mais dire c'est moi qui m'en vais. Je suis toujours parti. J'ai jamais
Petite fierté personnelle, j'ai jamais été licencié. Je suis toujours parti. Mon employeur à l'époque, lors de mon entretien de licenciement, m'avait dit vous n'êtes pas fait pour le métier, il faut faire autre chose. D'accord. Et au final, je suis content qu'il se soit trompé. Oui. Je suis content d'avoir persévéré. Et ça m'avait un peu secoué quand même, parce que c'est pas des départs très sains et c'est pas des départs sympathiques. Ça avait dû se terminer en juin ou juillet. Donc j'ai pris un peu l'été pour me poser, réfléchir, même si j'aurais bien enquillé directement. Et en fait, j'ai eu une opportunité avec un cabinet de recrutement de prendre j'ai eu 2 propositions, une à Saint-Nazaire, une à Pornichet. Et mes parents ont une maison secondaire sur la côte, donc je m'étais dit ça me fait un pied-à-terre, ça me coûte pas grand-chose, pourquoi pas, je peux tester. Et je suis resté 7 ans là-bas. Je suis resté 7 ans effectivement à Saint-Nazaire dans un cabinet du groupe Excel, et c'est véritablement là-bas que j'ai effectivement fait mes armes. C'était pas mon dernier cabinet, mais j'ai enchaîné effectivement là-dessus. Et pareil avec une arrivée difficile, une première année où les gens ils regardent ton CV et puis ils se disent tu dois savoir faire des choses un peu, mais la première année ça a été dur. Ouais. Mais tu vois, au final je me suis accroché. J'ai acheté un appartement à Saint-Nazaire et je suis resté 7 ans dans le cabinet, au bord de la plage. Et alors après, tu es devenu chef de mission ? Alors, petit cabinet, donc je pense qu'on avait que le statut de collaborateur. Le statut, il n'y avait pas véritablement de titre, il me semble, je suis quasiment sûr, on était collaborateur. D'accord. Peu importe l'ancienneté, etc. Ça m'allait plutôt bien, parce que ça veut dire que quelque part, tu avais à faire ta place. Il n'y avait pas un cadre. Et après, c'était à moi de faire mon moule. J'ai mis 1 an, effectivement, à répondre aux exigences, je dirais, techniques, à la méthodologie. Et en fait, c'est marrant, avec le recul, je le vois, j'ai souffert pendant 1 an. Et en fait, c'est là où je me dis aujourd'hui, sur le management des collaborateurs, j'étais pas fait pour faire de la saisie. Et j'étais mauvais. Ça m'emmerdait, et quand ça m'emmerde, je pense à autre chose. Et donc je suis pas bon parce que je manque d'attention, je suis pas assez rigoureux. Et le fameux t'es pas assez rigoureux, donc tu peux pas accéder à au-dessus. Fais déjà bien ton boulot et puis on verra après. Oui, mais sauf que moi j'étais bon à l'étape d'après et j'étais pas bon à celle-là. Et je le dis, on me remet à faire de la tenue, de la saisie comptable, le faites pas, je suis pas bon. Je suis pas bon parce que je suis pas attentif, ça m'emmerde, et si ça m'emmerde, je fais comme tout le monde, je pense à autre chose. Mais malgré tout, je me suis accroché et j'ai accédé effectivement à un poste de réviseur. Mon statut changeait pas, on restait collaborateur. C'est à partir de là où effectivement, tu commences à rentrer plus dans un aspect un peu plus intellectuel, plus d'analyse, plus de relations clients, et ça veut dire que tu as aussi un peu plus d'expérience, et donc tu es capable de prendre des coups de téléphone en direct, tu es capable d'en passer, et tu es capable de transpirer un peu avec certaines relations clients qui sont pas toujours évidentes. Il y a des histoires qui m'ont marqué, et ça c'est le top. Et ça, la relation, à partir du moment où tu accèdes à la relation client, ça c'est top. Et ça a été ma grande force, parce que c'est ça qui fait que derrière j'ai un peu poussé des coudes, et j'ai fait ma place en fait dans le cabinet, et quand je suis parti, j'avais le plus petit portefeuille en quantité de clients, j'avais le plus gros quasiment en chiffre d'affaires pour le cabinet, et j'ai géré pas tous, mais la plupart des gros dossiers du cabinet, qui n'étaient pas des dossiers énormes, mais parce que j'avais fait en sorte, au début j'avais commencé sur des clients, soit sur ces clients-là, en tant qu'assistant, et puis en fait j'ai investi non pas pour être capable de faire le dossier de révision 2 fois plus vite. Moi, ma cible, c'était le client. Et donc, j'ai discuté avec eux, j'ai posé des questions, je suis allé visiter les entrepôts à arrière. En fait, j'ai fait des choses que mes collègues n'avaient pas fait. Et je suis arrivé sur des notes en disant, j'irai bien voir les réserves, ou j'irai bien voir derrière l'atelier, ou voilà comment vous faites, etc. Oui, avec plaisir. Il n'y a rien de mieux que de faire causer un entrepreneur sur son métier. Et moi, ça m'intéressait réellement. C'était pas uniquement un calcul, ça m'intéressait parce que c'est ça ma vision du métier. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai un peu grappillé, je dirais la relation. Je l'ai un peu volé, récupéré à mes collègues, et c'est comme ça que effectivement j'ai grandi. Mais il faut pas me faire de saisie comptable. Génial. Donc, ce que je retiens, c'est que si on n'aime pas la saisie comptable, c'est pas grave. On peut être résilient et avoir d'autres casquettes finalement. Oui, je pense qu'il faut réaliser que quand on embauche des gens qui sont allés, se transpirer et se faire chier jusqu'à se faire un DESCG, maintenant, leur ambition, c'est pas de faire la saisie comptable. Donc, qu'ils en fassent un peu pour repérer les contraintes, qu'on leur donne un dossier pourri, une boîte à chaussures, pour qu'ils voient les contraintes d'organisation. Et que moi, l'objectif, parce que je l'ai fait,
sur des collaborateurs que j'ai formés, le dossier caca que personne ne veut et que tu leur donnes. Mais de lui dire, c'est ce qui m'intéresse, c'est les recommandations que tu vas lui donner. Comment tu veux qu'on mette en place une organisation? Après, elle tiendra pas, le client, il la fera pas, c'est autre chose. Mais déjà, pédagogiquement, dans la relation en interne, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ce soit la dernière année? Plus jamais que je récupère. J'ai quand même assez récemment encore récupéré une boîte à chaussures, réellement, avec les factures dedans, et dont certaines étaient collées avec un chewing-gum. Non. Ah si, je te jure. En 2020. Et donc, dire, mais comment on fait pour que ça n'arrive plus? Et ça, c'est hyper formateur. Évidemment que, moi, je pense qu'effectivement, il faut que un collaborateur, même un collaborateur qui a fait des études de compta, qui est allé aussi loin qu'il pouvait, il faut qu'il vive ça. Après, je pense que c'est pas son métier, c'est pas pour ça qu'il ambitionnait de faire un DESCG. Mais après, il faut lui faire autre chose. C'est pas pour ça. Moi, j'ai embauché. J'ai une collègue à un moment donné qui était en congé maternité, donc on a trouvé un CDD pour la remplacer, qui était un jeune qui avait bossé dans un autre cabinet là où j'avais un copain. Il m'avait dit il est très bien, etc. Et moi, je lui en voulais juste pour faire de la révision. Il avait quoi? Il avait à peine 1 an d'expérience. Il avait fait une période fiscale, etc. Mais je lui dis, mais moi, je veux pas de toi pour faire de la saisie. J'ai un portefeuille, ma collaboratrice qui fait de la révision, elle est en congé maternité. Donc, tu vas dépoter de la révision et tu vas faire que ça de ta journée. Hein. Et au final, il m'a fait ça. Donc, il était assis à côté de moi, sur le bureau d'à côté, et on y arrive. Et je pense fondamentalement qu'ils sont faits pour ça. Mais il faut voir, il faut comprendre l'organisation dont on a besoin dans un service de tenue, donc il faut en faire un peu. Et si j'avais eu un peu cet raisonnement, si j'avais eu la chance d'avoir un employeur qui avait eu ce raisonnement-là, j'aurais un peu moins transpiré, mais c'est pas grave. Après, ça forge. Hein. Après, ça m'a aussi appris à fournir les efforts parce que derrière, il y avait le diplôme quand même. Mais je pense que c'est important, et c'est de réaliser aussi quand on embauche quelqu'un qui a fait un DESCG, son objectif, c'est pas faire pendant 1 an de la saisie comptable. À mon avis, c'est le meilleur moyen de le perdre. Merci en tout cas pour ces conseils-là. Et tu as parlé du diplôme? Oui. Alors, c'est exactement justement là où j'allais aller. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors, je sais plus. J'ai dû commencer quand j'étais à Saint-Nazaire. Ouais, j'ai commencé quand j'étais à Saint-Nazaire. Et je commençais à être à l'étroit parce que je voyais bien. J'ai réalisé tardivement qu'on voulait pas trop que j'y aille. J'avais un collègue quand je suis arrivé à Saint-Nazaire qui était dedans, donc il avait fini, puis après il a tardé un peu à écrire son mémoire, et puis voilà, il était dans une démarche un peu longue là-dessus, et moi après je suis arrivé en me disant, oui, moi aussi ça m'intéresse, de toute façon ça m'intéressait dès le début, ça avait été clair. Dès l'embauche à l'époque à Saint-Nazaire, il m'avait dit, oui, mais Vincent d'abord, on a quelqu'un en interne, donc on est un petit cabinet. Moi je m'étais dit, pas de souci, je veux pas forcément y aller tout de suite. J'avais conscience que je maîtrisais pas encore les arcanes du métier, qu'il fallait que je fasse mes preuves. Je suis un peu issu d'une réflexion à la méritocratie, tu vois. On me dit, je fais mes preuves et puis voilà. Mais derrière, ça m'intéresse. Sauf que, tu vois, j'ai dû attendre un peu longtemps quand même. Et je commençais à vouloir un petit peu pousser. Donc je sais plus si je suis parti quand j'étais en fin de première année ou fin de deuxième année. Peut-être bien fin de deuxième année. Mais je voyais bien que derrière, me faire évoluer, c'était compliqué. Et donc je suis parti, le fait est que j'ai rencontré ma femme aussi, qui était à Nantes, et donc c'était l'occasion, et c'est un peu elle qui m'a dit, mais non, mais attends, ça évolue, enfin tu vois, c'est compliqué, est-ce que véritablement ils ont envie de te faire évoluer? Et donc il y a une prise de conscience, mes fonctions changeaient un peu, mais que occasionnellement, c'est-à-dire que comme j'avais des gros dossiers, de temps en temps je manageais mes collègues, parce que on avait un groupe avec 5 dossiers à la même date de clôture, et donc ils intervenaient, ils m'aidaient sur les interventions. Je les encadrais en fait, même si on le voyait pas forcément comme ça, mais ça m'avait un peu déjà orienté sur une forme de management d'équipe. Et j'avais envie de me tester là-dessus. Et il n'y avait pas de possibilité parce qu'on ne pouvait pas pousser les murs. Et on m'avait fait miroiter une promotion qu'on n'avait pas, un positionnement sur un autre cabinet du groupe et que ça ne l'avait pas fait. Donc quand je suis revenu à Nantes, je suis revenu sur un cabinet nantais pour finir mon stage. C'est ça, j'ai fait ma 3e année là-bas, oui. J'y suis pas resté très longtemps non plus. J'y suis resté qu'1 an. Et après, j'ai fait mon DEC, mes épreuves, dans un autre cabinet. Donc on peut changer de cabinet pendant qu'on fait son stage, ça pose pas de problème. Et je vois même souvent, sur des cabinets où on a grandi, ça permet aussi de se dire, est-ce que, moi j'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui étaient à KPMG à l'époque quand j'étais en stage, et c'est de se dire, est-ce qu'on a notre place? Est-ce que, parce que là, pour le coup, KPMG, c'est bien, c'est formateur, mais il faut respecter un temps. Pour passer l'échelle au-dessus, il faut attendre 3 ans.
etc., etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et effectivement, ça c'est quand même discuter entre vous, hein, mais je sais que normalement ils discutent. Et c'est le moment aussi où on se pose des questions sur son avenir. Donc j'ai quitté Saint-Nazaire, j'ai fait un autre cabinet à Nantes pendant 13 mois, il me semble. Je devais faire du management, puis en fait, j'en ai pas fait. Et donc j'ai retrouvé encore un autre cabinet, là pour le coup un peu particulier, parce que je suis parti en AGC, non pas en cabinet, donc j'ai testé l'AGC. C'est intéressant. Est-ce que tu peux dire la différence avec le cabinet? Je sais pas si tout le monde Alors l'AGC, connaît... donc Association de gestion et de comptabilité, ça n'est pas, contrairement à ce que pensent certains des confrères, ça n'est pas le centre de gestion. Ce sont des anciens centres de gestion qui ont permuté en 2005 aussi, il me semble, pour devenir cabinet comptable, mais sous forme associative. Donc ils n'ont pas de clientèle, ils n'ont pas de compte 207 dans leur bilan, ils n'ont pas de fonds de clientèle. Et le métier est exactement le même et les outils informatiques sont exactement les mêmes. En fait, les clients sont des adhérents. Les clients sont des adhérents, donc ils payent une cotisation et ils sont libres de partir, bien évidemment. Ça joue un petit peu sur les honoraires puisque l'AGC n'a pas d'emprunt à rembourser pour le rachat d'une clientèle, alors qu'un cabinet, historiquement, va avoir en gros les emprunts de ses associés à rembourser. Donc la structure financière est pas la même, donc ça se sent souvent sur les coûts et c'est un de leurs créneaux, c'est de se dire on a des honoraires un peu moins chers. Ils sont souvent très orientés sur un secteur d'activité. Un des plus connus, c'est le CER. Il est connu sur l'agricole. C'est son cœur de métier, pas forcément très sympa à dire, mais sur en gros un secteur qu'à la base les cabinets voulaient pas, ou pas massivement, en tout cas à l'échelle nationale. Donc voilà. Mais le métier est exactement le même. C'est-à-dire que en fait entre le cabinet nantais que j'avais et l'AGC, j'avais le même logiciel. La méthodologie est la même. Après, c'est la méthodologie qu'on s'applique. Après, c'est plus effectivement l'intégration des experts comptables où ça, c'est compliqué. Parce que être expert comptable en AGC, ça veut dire être signataire. Et donc, quand on a des ambitions un peu plus poussées, celui qui prend les décisions, celui qui participe au CODIR, c'est le directeur de l'AGC. Et on est culturellement pas forcément invité à trop donner notre avis. Et ça, effectivement, c'est des raisons pour lesquelles, en général, les experts comptables, je voyais un gros turnover en AGC, parce que on n'a pas fait tout ça juste pour signer des bilans. Et on a bien participé j'avais un collègue en AGC qui était expert comptable. Il avait proposé un nouveau dossier de bilan imagé avec de rapports, avec les recommandations, etc. En fait, il l'a présenté au CODIR et après ils ont dit c'est bon, tu peux sortir, on va en discuter entre nous. Et il manque, tu vois, un côté intégration de l'expert comptable, du point de vue. C'était un peu, c'est ça qui fait que pour le coup, je suis parti et que j'ai monté mon cabinet. D'accord. Après, pour le coup, je pense que ça a un peu évolué tout ça. Alors peut-être parce qu'ils ont aussi besoin effectivement d'experts comptables, donc il faut qu'ils travaillent pour les garder. C'est pas forcément pour le coup la culture du CER aussi. Le CER, je crois, qui était vraiment dans une culture un peu d'intégration. Donc ça dépend. Le hasard fait que ma femme en a fait une aussi AGC et qu'on a rencontré un peu les mêmes problématiques. On est parti un peu pour les mêmes raisons. D'accord. Donc tu passes le DEC. C'était quoi ton sujet? Mon sujet de mémoire. Oui. Mon sujet de mémoire, j'ai fait sur le développement, la création d'une application mobile. Donc là, on retrouve le geek. On retrouve le geek, tout à fait. Et puis pas le côté technicien, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans le métier, c'est le client, c'est l'entrepreneur. Donc, comme j'ai toujours été généraliste, plutôt dans des petits cabinets, j'avais pas une expérience sur la transmission d'entreprise, sur des points de fiscalité particuliers. Je voyais pas de choses particulières. Dans l'actualité, je crois qu'il y avait des sujets, mais rien qui m'intéressait particulièrement. Et effectivement, je commençais à avoir des clients dans le numérique, notamment un, qui faisait du développement d'applications mobiles. Et je trouvais ça passionnant. J'ai découvert le développement. Et donc, je suis parti là-dessus, et en créant orientation client, quelque chose qui, à l'époque, à mon sens, n'existait pas. On était un peu, à l'époque, dans la mode du co-construit, ce qui est pas passé, mais ce qui s'est un peu calmé, en tout cas dans le discours aujourd'hui, et c'était de dire, je vais créer une application qui va s'alimenter au fur et à mesure. On va partir de la trésorerie pour créer des projections, parce que quand même, si on est honnête, la majorité des dépenses de l'entreprise, on les connaît. Et on les connaît, on est capable de les prévoir. L'impôt sur les sociétés, on sait les acomptes qu'on va avoir à verser. Il n'y a que la TVA, quelque part, où on ne sait pas trop le rythme, mais on peut partir sur des habitudes, mais le reste, la cotisation foncière, la taxe foncière, toutes les taxes, tout ce que le client se dit, je sais pas. Nous, en fait, souvent, à un an et demi, même les cotisations sociales, on les connaît 1 an et demi à l'avance. Donc je m'étais dit, on peut créer un échéancier et on peut créer une prévision financière. Il suffit juste que le client nous mette ce qu'il a signé, le chiffre d'affaires qui va rentrer, à quelle date, et qu'il actualise éventuellement son relevé bancaire.
Et donc, tu vois, j'avais créé un modèle d'application où nous, on rentrait charges fixes, toutes les dépenses, mais relativement précises à date. Et lui, il rentrait son activité, dire voilà ce qui va rentrer, ce qui va pas rentrer, à quelle date, etc. On a actualisé avec la réalité de son relevé bancaire et ça nous donnait des prévisions financières. C'est passionnant à mettre en place. Le cheminement intellectuel de création d'une application mobile, c'est passionnant. Elle n'a jamais vu le jour parce que c'est d'une complexité sans nom. Quand t'es pas développeur, ça coûte aussi un pognon de dingue. Il aurait fallu mettre 40 000 euros sur la table que je n'avais pas. Et puis le no-code, à ce moment-là, je pense pas que non, c'était le no-code à l'époque, très c'était pas... non, ça n'est... Pas sûr que ça existait. Ouais, je sais pas. J'allais dire ça n'existait pas. Mais en tout cas, c'était pas connu du grand public. Et puis après, aussi, t'as la vie qui te rattrape. Donc j'ai eu mon deck et tu te concentres sur d'autres choses. Mais ça demandait une organisation. Et je me souviens effectivement d'une remarque de mon jury qui lui avait des compétences informatiques. C'était un ancien informaticien, je crois que c'était plutôt un profil, tu vois, développeur qui était arrivé sur la compta après. Et il m'avait dit, c'est mignonnet votre sujet et ça tient à peine la route, quoi. Et ça m'avait terriblement vexé. Mais en fait, il avait raison. Donc voilà, sur une application que j'avais nommée QC pour me dire quand et combien. À l'époque, j'étais pas très visionnaire aussi sur ma créativité. C'était basique, mais j'avais créé tous les écrans, tous les templates, j'avais trouvé une appli qui permettait, un outil qui permettait de créer tes visuels d'écran mobile et d'aller imaginer l'expérience client. Ça, c'est quand même une aventure de dingue. Mon client à l'époque, et je le remercie, merci Cédric, m'a beaucoup aidé et vraiment orienté client. Ce que je voulais, c'était effectivement voir le côté client, à quoi ça pouvait lui être utile, et donc j'en ai parlé à un certain nombre de clients, des clients qui étaient des proches, dire voilà, est-ce que ça vous sert, est-ce que ça vous sert pas, il me dit oui, quand est-ce que ça sort. Au final, ça existe aujourd'hui, il y a d'autres modes de fonctionnement, puis c'est aussi ça, moi le temps que ça m'aurait demandé à développer, en fait il y a des outils qui commençaient à sortir, donc voilà. Et puis ça demande quand même une équipe, enfin c'est un autre projet quoi. C'était une autre boîte, carrément, il fallait monter sa boîte, quoi. C'est ça. Et j'étais pas prêt. Mais à un moment donné, t'as quand même monté ta boîte, puisque... Oui, je suis resté... Alors, et c'était pas... C'est marrant parce que... alors, dans les faits, je les vois pas comme ça, mais mes parents sont entrepreneurs, mes parents sont médecins. Je les vois pas comme des entrepreneurs, et eux pas forcément non plus. Ils se voient comme des médecins. Bon, le fait est que ce sont quand même des entrepreneurs. Ils ont monté leur cabinet. Et c'est marrant parce que, autant je m'éclate dans l'entrepreneuriat, et c'est une vraie passion aujourd'hui, et c'est vraiment... l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'anime. Autant, la première démarche, ça a été de racheter un cabinet. Et je voulais pas forcément m'installer à mon compte parce que c'est pas évident en tant qu'expert comptable. On n'est pas tous très à l'aise socialement. On est souvent des femmes et des hommes de l'ombre. On passe notre temps à conseiller des entrepreneurs. Et même nous, notre diplôme, il est long. Et donc on voit des gens qui s'installent à 22, 25 ans, d'autres plus tard. Nous, on est encore en études, on est encore stagiaire d'expertise comptable. Et donc, ça te pousse pas un peu à la créativité et à te dire, je vais lancer ma boîte. C'est pas évident, le gap, le passage est compliqué. Et donc, effectivement, j'étais plutôt, et puis pas forcément très sûr de moi, à me dire, je vais trouver, j'ai eu l'occasion, je sais plus comment j'ai trouvé, par réseau, une dame qui à l'époque voulait partir en retraite. Elle voulait pas vendre sa clientèle à un gros cabinet. Elle voulait vendre à quelqu'un à qui elle transmet son cabinet, etc. Au final, elle a vendu à un gros, et au final, j'ai pas racheté donc sa clientèle. Et c'était vraiment mon premier. Mais je me souviens, tu vois, on partait en vacances sur la route des vacances. J'avais un dernier échange avec cette dame-là en disant, voilà, on part en vacances. Je partais en Dordogne. Elle m'a dit, profitez bien du canard, et puis on se revoit en septembre. On fait le point à ce moment-là. Au final, il s'est jamais rien passé. Mais j'avais déjà envie, en fait, de sortir et de faire les choses à ma façon. J'étais encore à l'étroit dans mon bureau. Je traitais pas les clients comme je voulais. Je faisais pas ce que je voulais. Et pour le coup, j'avais le diplôme. J'étais inscrit, au-delà du diplôme, j'étais inscrit sur le tableau. Parce que ça, c'est quand même une étape. Le diplôme n'est quand même pas suffisant. Il faut que ton employeur t'inscrive. Donc, merci patron. Et là, effectivement, j'avais un peu envie de faire les choses à ma façon. Et donc, j'ai commencé à regarder, à racheter. Ça ne l'a pas fait. Et donc, après, le temps va. Et puis, l'ego aussi fait que. Et c'est bien, un peu d'ego. De se dire, je vais faire les choses à ma façon. J'ai sollicité mes clients. Ils étaient certains OK pour me suivre. Et donc, j'ai racheté 35 000 euros de lettre de mission, de contrat. Et je me suis installé à Rosé. Génial. Et on est en 2019. Et est-ce que ton cabinet a toujours eu le même nom ? Oui. Ok, donc ACAB.
toujours à CAB dès l'origine, et donc qui est la contraction de accompagnement et cabinet, puisque c'était vraiment à l'époque je voyais le cabinet comme un laboratoire. Je voulais que quand on vienne dans la salle de réunion, tu vois, il y ait les affichages obligatoires pour les salariés. Je voulais qu'il y ait des manuels du cabinet pour montrer le document unique d'évaluation des risques, pour que je trouvais toujours ça aberrant qu'on fasse attendre les clients dans les cabinets avec une salle d'attente, avec Elle Magazine ou avec Capital et autres. Et on peut en profiter pour leur montrer un peu ce qu'ils devraient faire chez eux et quelque part leur donner envie de nous commander des missions. Tu mets un document unique d'évaluation des risques, sa place elle est là en fait. On le fait en facsimilé, en spécimen, et c'est quand même un super outil commercial, alors qu'on avait quand même des bureaux pour vendre des missions. Donc mais au moins que sur la salle d'attente, on pose 2-3 trucs qui montrent notre savoir-faire. Tu veux dire qu'on peut demander à notre expert comptable pour faire le document unique ? Pas forcément votre expert comptable, mais plutôt votre responsable du service paye. Parce que je pense que votre expert comptable, il est pas performant là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je ne le suis pas. Mais au sein d'un cabinet structuré où il y a un service paye, normalement, après avoir peut-être qu'ils font pas. Mais voilà, je voulais construire le cabinet comme étant un laboratoire en disant faire venir les clients avec une démonstration physique de ce qu'on peut faire, pour eux. Et en l'occurrence, c'est marrant que j'ai plusieurs exemples qui pointent la paye, parce que j'ai mon partenaire paye, mais en fait, je fais pas de paye au cabinet. Donc, mais c'est un élément facile, il y a des affichages, ça concerne un certain nombre de personnes, et on sait que la paye est quand même diablement importante pour les entreprises. Et donc, j'ai créé le cabinet basé sur la relation client. Bon, somme toute, rien de novateur. Et j'avais déjà dans l'idée, par contre, là, pour le coup, il y a un accélérateur sur je dirais mon esprit d'entrepreneur. J'avais déjà dans l'idée que je ferais autre chose de ma vie. Et je m'étais dit, dans 10 ans, tu feras autre chose. J'avais un dada sur la cybersécurité, que j'ai toujours un peu, mais que j'ai mis de côté. Et dans 10 ans, tu vas avoir monté une équipe et tu leur vendras les parts et tu feras autre chose. J'irai bosser la DGSI, tu vois. J'ai gardé le côté agence secrète. Voilà, je connais le tissu économique, je connais les trucs je sais regarder un bilan, je sais où est-ce qu'ils cachent quand ils trichent, mes clients, et j'irai bosser la DGSI. Pas pour, mais à l'époque, il y avait aussi pas mal de lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme, et c'était dit, si on peut donner un coup de main là-dessus, pourquoi pas. Bon, très utopique. Au final, je suis toujours dans mon cabinet. Bon, ça fait pas 10 ans, mais... déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Bon anniversaire, d'ailleurs. Merci. Et j'ai pas attendu pour créer ma deuxième boîte, j'ai pas attendu 10 ans. Mais la volonté était de constituer une équipe, de les mettre sur les rails, et au fait, c'est pas ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui, je commence à y revenir, puisque j'ai mon premier salarié depuis le mois de janvier. Mais à un moment donné, effectivement, je me suis dit, restons tout seul, et tout seul, c'est pas mal. C'est intéressant que tu nous fasses un retour d'expérience là-dessus. Moi, j'entends souvent, être expert comptable tout seul, c'est impossible. Quel est ton retour d'expérience ? Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce qu'effectivement, dans l'histoire du cabinet, j'ai racheté 35 000 euros de lettres de mission, donc c'est pas suffisant. Donc on a développé. Même si à l'époque, tu trouves que le temps est long, ça va assez vite quand même. On est sur des périodes où... on est quand même assez facilement sollicité. J'ai investi sur la communication. J'ai dû mettre un truc comme 20 000 euros, tu vois, la première année. Bon, ce qui fait que on arrive à développer. Ça se passe bien. Mais effectivement, si tu veux faire, alors j'ai des clients, étant tout seul, je peux pas tout faire. J'ai des clients qui font leur compta eux-mêmes. En interne, ils ont une salariée, ils la font eux-mêmes. Où je les ai formés, parce que dans mon passé, en fait, j'ai formé un paquet de gens, un paquet de clients à faire leur compta. Donc ça a été toujours un de mes créneaux, c'était de dire aux clients, je peux vous former. La compta, ça s'apprend. On a les outils numériques pour qu'aujourd'hui, honnêtement, quand on fait du scrapping bancaire, quand on scanne les documents et que ça se passe bien. Et aujourd'hui, petit parallèle, on arrive quand même à des comptas automatisés à 80-90% pour certains. Surtout pour les prestataires. Mais il n'y a pas une omerta, il n'y a pas une chasse gardée des cabinets là-dessus. On est capable de leur apprendre à faire. Et j'ai des clients qui me demandent. Bref. Et donc du coup, j'ai mes clients qui font leur compta. Donc moi, je suis soulagé de cette partie-là. N'empêche qu'il faut faire la révision. Je me suis reformé au juridique pour être capable de faire moi aussi le secrétariat juridique. Parce que, alors très concrètement, ça m'emmerde. Mais il y a une logique économique, c'est quand même assez rentable, et j'ai un cabinet à faire tourner, donc je vais pas me priver de ça. Mais le dossier de révision il est long, ça peut représenter pour le commerçant du coin ou même le prestataire informatique, pour mes clients qui sont des petites entreprises, et je le dis positivement, même un dossier de révision ça peut présenter 10, 15, 20 heures de travail. S'il y a un peu de salariés, s'il y a un peu de spécificité.
Donc ça, à facturer, ça représente vite lourd. Donc si on a des ambitions en termes de rémunération, et je pense si on en est là, c'est qu'on en a un peu quand même, si on veut pas être rémunéré un SMIC, ça veut dire que tu factures très cher à ton client. Et donc en fait, ça passe pas. Donc tout seul en expertise comptable, moi je l'ai essayé 2 ans, et honnêtement, au bout d'1 an, j'ai dit à ma femme, je vais mourir à la tâche. Je vais crever sur place. Parce que qui dit, on l'oublie, mais qui dit avoir un client en révision, ça veut dire qu'il t'appelle, ça veut dire qu'il t'envoie des mails. Et puis comme c'était plutôt mon credo d'être proche d'eux, ils sont tous mon 06, ce qui m'effraie pas, hein. Il y en a que 2 qui m'ont appelé un dimanche, dont un qui était en Guadeloupe. Bon, en plein Covid. Lui, ça allait bien, lui. Bref, mais ça veut dire que tu reçois des sollicitations. Ils ont un document qu'ils comprennent pas, ils t'appellent. Alors c'est très bien, mais en fait, quand tu as 10 clients, il n'y a pas de problème. Au début, quand tu commences, tu te dis c'est cool, je suis proche d'eux, etc. J'ai pas tout à fait la même réactivité aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Et quand on a même ne serait-ce que 60 ou 70, quand ils t'envoient tous un mail en même temps pour te demander tiens ce document-là, etc., ou même te demander éventuellement la même information, ça prend vite du temps en fait. Quand tu as 15 SMS par jour ou quand tu as loupé 10 appels téléphoniques. Et alors ce que j'ai découvert, c'est que on le sait intellectuellement comme ça, mais le vivre c'est autre chose. On est un métier qui est hyper sollicité. Il y a tout le monde qui nous court après, parce qu'on est au cœur de l'économie. On a effectivement les entreprises comme clients. Et donc tous ceux qui veulent vendre un truc aux entrepreneurs, ils nous appellent en disant on vous le présente et comme ça vous allez le vendre à vos clients. Mais je suis pas commercial, je suis pas VRP moi. Et foutez-nous la paix. C'est vrai qu'on a pu remarquer ça aussi. C'est un truc de dingue. Et en fait, à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit un tiers de mes coups de téléphone, c'est des sollicitations commerciales de gens qui me disent non mais on vous propose un super truc pour vos clients. D'ailleurs, j'avoue, maintenant, je suis un peu, ce qui est pas trop mon état d'esprit, mais je dis, mais moi, j'en retire quoi, moi? J'ai pas le droit d'être commissionné parce que puis ça me va bien, mais moi, je fais votre commercial. Donc non, en fait. Et puis, quand tu démarres et que tu crées ton cabinet, t'as toujours le côté, je vais trouver les bons outils, je vais trouver le bon mode de fonctionnement. Tu peux t'y perdre en disant, je vais chercher la licorne, l'outil magique qui fait tout en un, etc. Grosse erreur. Faut pas faire ça, faut pas chercher la licorne. Et tu dis, tiens, effectivement, j'ai des gens qui me contactent pour me proposer de me présenter un CRM, de me présenter ou même des choses à côté. J'ai rencontré des entreprises comme WeSmile qui proposent un service de CE externalisé, des choses comme ça. Donc tu as des choses très bien. Mais en fait, si tu réponds à tout le monde, ça occupe un tiers de mon temps, quoi. Et un tiers de mon temps, quand tu as 35 000 euros de chiffre d'affaires, ça va, mais quand tu veux développer et que tu arrives à plus, ça va pas du tout. Donc là, aujourd'hui, j'en suis arrivé en me disant, c'est pas plus d'une rencontre par mois. Autrement, ça a priorité à mes clients déjà. Quand tu as effectivement des clients en révision, il y a des fois, eux aussi t'appellent, eux aussi ils ont des besoins. Alors parfois c'est des trucs tout bêtes, et puis des fois, toi aussi, il faut que tu les préviennes d'informations qu'ils n'ont pas eues, mais qu'on a eues. Donc ça prend énormément de temps. Et c'est là aussi où tu réalises de dire, ok, moi j'avais fait un peu, mais j'avais fait mon petit prévisionnel, et de dire, je prends des clients, tant d'honoraires, ça fait 15 ans que je bosse, je sais combien de temps je passe sur un dossier, et donc du coup, j'avais fait mes temps en fait, de me dire, là ça va me prendre tant de dossiers, j'ai tant de dossiers en 30 septembre, tant de dossiers là, donc ça passe pas, voilà, ok. Sauf qu'il y a tout le temps à côté, et ça en prend un paquet. Et ça, j'avais pas quantifié. Et tu vois, alors le hasard fait que le premier trimestre là 2023, qui est à peine fini, et janvier-février a été extrêmement dur. Parce j'ai eu un niveau de sollicitation de clients. Je devais être en moyenne en déficit de mails de 10 mails par jour pendant 2 mois. 10 mails par jour que tu n'arrives pas à traiter et qui s'accumulent comme ça. Oh là là. Donc à un moment donné, c'est simple, tu n'ouvres plus ta boîte mail, sauf que c'est pas bon. La stratégie de l'autruche. La stratégie de l'autruche qui marche pas du tout, ne le faites pas, ça marche pas. Mais il y a un moment donné, faut que je produise, donc faut que je m'assoie à mon bureau et que je me ferme, faut que je réponde quand même à des clients, et puis j'ai des clients qui ont des besoins plus importants que d'autres, donc certains ne comprennent pas qu'on priorise, mais c'est la réalité. On est dépositaire des informations, donc c'est nous qui vont juger en disant, bon, ça peut attendre un peu, il a un délai de réponse, lui c'est pour aujourd'hui, l'autre c'est pour hier, donc il faut que je réponde. Et on a énormément de sollicitations. Et ça, effectivement, c'est un peu une découverte dans la douleur, c'est exagéré, mais c'est un rythme que tu découvres parce que j'avais déjà été expert comptable. Les clients qui m'ont suivi quand de passage salarié à indépendant, ils avaient déjà mon 06, ils m'appelaient déjà. Et après, tu as toute la gestion interne. Toi aussi, il faut que tu trouves des locaux. Toi aussi, il faut que tu trouves quelqu'un pour nettoyer ta vitrine. Il faut faire ton affichage de sécurité de ton local. Toi aussi, tu as des démarches administratives parce que j'ai dû transférer mon siège social parce que, comme beaucoup dans la profession, j'ai commencé chez moi et puis après, je suis parti en cabinet.
le temps de trouver le local. Toi aussi, tu as une entreprise en fait, et donc tu as des choses à faire tourner. Évidemment, il faut que tu rencontres des partenaires, il faut que tu ailles voir des banquiers, il faut que tu ailles voir peut-être des assureurs, faut que tu participes à des salons, il faut que tu te formes aussi. Et tout ça fait que effectivement, il y a une gestion du temps qui est un peu subie au début, que tu découvres, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, le passage d'un métier à entrepreneur, c'est comme nous, comme un artisan qui se lance, hein, il va découvrir l'administratif, nous c'est pareil. J'ai beaucoup de clients qui me disent « Oui, mais pour vous c'est facile ». Non, en fait c'est pas plus facile. On connaît certaines arcanes, on connaît les sites, on connaît info.gouv, on connaît Infogreffe, le regretté Infogreffe, mais c'est pas pour autant que on doit pas se retrousser les manches. Et puis nous aussi on a des refus sur Infogreffe parce qu'on a oublié un truc, parce que voilà. Donc c'est pareil en fait. Exactement, merci en tout cas pour ce témoignage avec toutes les infos qu'il faut aussi si on veut se lancer. Bon, il y a quand même des parties positives. Oui. Mais en tout cas, tu dis de peut-être pas le faire seul, ou en tout cas c'est compliqué de le faire seul pendant longtemps. Oui, si on veut faire de l'expertise comptable pure, aujourd'hui je me dirige aussi vers du conseil. Il y a des confrères qui sont là-dessus, sur un créneau plutôt conseil que expertise comptable, donc c'est-à-dire révision de dossier, etc. Et là, effectivement, c'est possible, parce que la contrainte, je crache ni sur la profession, ni sur la révision de dossier, mais ça implique du temps. On est une profession réglementée. On parlait tout à l'heure de normes anti-blanchiment, voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Si on engage notre signature, on engage notre responsabilité. Moi, je fais partie de dire, si je signe, je veux quand même être à peu près sûr. J'ai jamais signé les yeux fermés. Je préfère ne pas signer, et peu m'importe. Mais c'est effectivement réaliser que ça prend du temps. Après, tout seul, aujourd'hui, je te dirais, tout seul, c'est pas possible. Si tu veux faire de l'expertise comptable, tout seul, pour moi, ça fonctionne pas. Ou alors, il faut avoir d'autres revenus à côté. J'avais aussi envie qu'on parle d'un autre sujet qui est la formation, parce que je sais que tu t'es formé donc, sur la cybersécurité, tu as aussi fait une formation au wagon. Oui. Et je trouvais intéressant d'en parler. Eh bien, le numérique m'intéresse, le côté geek est revenu. Alors pour la petite anecdote, ce qui me fait rire, mais à l'époque quand j'étais à Saint-Nazaire, on travaillait comme des bourrins. J'ai travaillé tous les jours fériés pendant 7 ans. Donc le 1er et le 8 mai, on était au bureau. Je travaillais quasiment tous les samedis de la période fiscale. On s'amenait les croissants autour de rôle. On était 3 là-bas à bosser. Bon, rythme de dingue, ne faites pas ça. Et sortant de là, en fait, ce rythme t'enferme dans un côté, tu vois pas le jour, tu vois personne. Moi, en plus, je suis timide et réservé, donc. Et puis comptable pour draguer en boîte, c'est pas terrible. Informaticien, ceci dit, c'est pas beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Maintenant, ça marche mieux. Hein. Ça me disent que ça marche pas plus, mais ça va dépendre des... Voilà. Bon, c'est kiff-kiff bourricot. À l'époque, c'était kiff-kiff bourricot, tu vois. Bon, ça tombe bien, j'allais pas en boîte, et l'idée de draguer, c'était... Voilà. Mais ça t'enferme socialement. Quand tu bosses comme un fou, tu rentres à 21h, tu bosses 6 jours sur 7, concrètement, pendant 6-7 ans, j'ai pas eu de vie. Et le truc un peu bizarre, c'est que après la période fiscale, j'ai dû faire ça quelques années. Je m'achetais un jeu vidéo et je me passais des soirées dessus, mais en mode geek fermé, quoi. Et c'est marrant parce que c'est de dire, t'as été coupé socialement du monde, et là tu te refais une activité qui continue à te couper du monde. Mais en fait, ça me permettait de m'évader, de me vider la tête un peu. Et après, le printemps arrivait et je ressortais devant. Et j'ai fait ça pendant des années. Ce côté effectivement geek est un peu sur le numérique. J'ai découvert la cybersécurité avec des interventions notamment auprès de l'ordre, grâce à notamment Alexandra Brasset-Savin, des choses comme des personnes comme ça. Et donc merci. Et je trouvais intéressant aussi de se dire, oh là, on est quand même sur des sujets compliqués et malgré tout qui concernent les entreprises. Et donc c'est aussi à nous, experts comptables, côté laboratoire, tu vois, de se dire il faut qu'on leur trouve des solutions. Et il faut que je sois capable, non pas forcément de faire, mais peut-être de comprendre, de leur expliquer la surface. Moi, je suis beaucoup dans la captation de compétences en surface, et de dire après on trouvera un prestataire, un partenaire qui fera. Mais j'ai besoin de comprendre. Et donc je me suis intéressé à ce sujet-là. Et donc effectivement, me former au wagon, et dans l'idée aussi de développer le cabinet et de faire les choses à ma façon, je m'étais dit, quand j'ai créé le cabinet, j'en avais un peu marre des 3-4 gros logiciels d'expertise comptable. J'aurais la décence de pas nommer, parce que si j'en oublie un, c'est vexatoire. Mais je trouvais que ça avançait pas assez vite. Je trouvais qu'on était un peu, je fais partie de ceux qui se trouvaient un peu prisonniers en fait de logiciels. Je trouvais que la profession avait pas été vigilante là-dessus. On se retrouvait un peu bloqué dans des outils poupouches, quoi. Et je m'étais dit, si on apprend à coder, on pourra développer des choses. Alors au début, j'étais vraiment de me dire, on apprend à coder, et puis tu passes 3-4 week-ends à coder, et puis c'est bon, t'as ton outil, quoi.
Bon, la réalité, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Mais en fait, le fait quand même de savoir de quoi on parle, ça permet aussi de comprendre, de rapprocher deux univers. Aller discuter avec un développeur qui connaît rien à la compta et toi qui connais pas son métier, on entend dire que le produit final, il va pas être bon. Enfin, un peu sachant là-dessus, pas compétent, mais un peu sachant là-dessus, ça permet quand même aussi de faire évoluer les choses. Et avec le wagon, donc on a fait la formation qui était organisée par le CNO maintenant, Conseil national de l'ordre. Et tu rencontres aussi d'autres confrères qui se posent des questions et c'est intéressant. Je considère que c'est une brique de savoir qu'il est intéressant d'avoir pour être capable de comprendre ce qui se passe et peut-être aussi de juger les outils qu'on met en place ou ceux qu'on met pas en place. Je sais pas si je réponds à la question, mais... Oui, exactement. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut faire des formations qui sont pas purement comptables, mais qui en fait vont apporter beaucoup au métier au quotidien. Tu vois, moi la première année du cabinet, j'ai dû faire deux formations sur le juridique pour me remettre à jour, sur la gestion du secrétariat juridique. Et le reste, c'est que des missions qui n'ont rien à voir avec la profession, mais qui étaient dans la logique de captation, pas de compétences, mais d'informations, pour être capable d'accompagner facture électronique, cybersécurité, etc. Bon, au final, c'est un flop total, parce que tout le monde s'en fout. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, je veux comprendre un peu pour être capable d'en parler et d'aider mes clients sur le traitement de ce sujet-là. Hyper intéressant. Que tu trouves, mais les clients, ils trouvent pas. Ah mince. Et ça, c'est pas grave. Ça m'a nourri aussi, donc c'est quand même très bien. Faut pas cracher dans la soupe. C'est ça. Et peut-être que ça servira par la suite. Oui, parce que de toute façon, la facture électronique, à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Donc, exactement. Donc ça, oui. Tu disais, j'ai pas attendu 10 ans pour créer ma deuxième boîte. Tu peux nous en parler? J'ai attendu 2 ans et demi. C'est lié en fait à la conclusion de se dire tout seul en expertise comptable, on peut pas y arriver. Et l'autre aspect est assez vexatoire. J'espère que je vais pas trop faire grincer des dents, mais c'est compliqué de faire du conseil en tant qu'expert comptable. Parce que quand tu te présentes en tant qu'expert comptable, bah, tu fais quoi? Bah, tu fais de la comptabilité. Et il y a quand même beaucoup de clients qui nous disent « Ah bon, vous faites ça ?» Après, on communique pas bien. On va dire « Oui, c'est publié sur ma plaquette et c'est publié sur mon site. » Bon, pas en termes de com. Aujourd'hui, j'ai compris, c'est pas terrible. Un site internet, c'est pas suffisant. C'est quand même que de la com passive. Effectivement, alors moi c'est le conseil, et puis bon, ça fait 15 ans, je fais de la révision, alors peut-être 12, 13, j'ai compris, c'est intéressant, mais c'est plus, j'ai aussi besoin de me nourrir sur des nouveautés, et j'avais besoin d'aller sur le conseil, aussi parce que je suis dans la relation avec mes clients, et je déteste une question sans réponse. Ils ont besoin d'aide, je vais pas leur dire, démerde-toi, je sais pas. Donc non, je vais chercher, d'où le conseil. Et souvent, c'est de la réflexion, c'est de l'intelligence collective, c'est de la réflexion partagée. Sauf que le statut d'expert comptable, malheureusement, parfois, il est pénalisant. Là, j'ai une anecdote, et ça a été un déclencheur dans cette stratégie-là, de créer une deuxième boîte. Je mange avec un copain au restaurant, il m'invite, il me dit, tiens, je te présente la restauratrice, il me dit, Catherine, je te présente Emmanuel, c'est un copain, il est expert comptable. Et là, direct, elle me regarde et elle fait... Comme s'il y avait du citron dans la bouche, mais véridique. Alors, honnêtement, je m'en fous, mais tu te dis, bon, je suis expert comptable, je me connais ni d'Ève ni d'Adam, ok, je suis rouquin, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant, donc c'est le statut d'expert comptable. Et donc t'imagines l'image. Donc, et je me rendais, tu le vois bien, j'ai créé mon cabinet, donc j'ai fait quelques soirs réseau, je prends sur toi pour aller serrer des mains un soir, il y a des gens que tu connais pas du tout. Je leur dis, tu fais quoi dans la vie? Je suis expert comptable. Ah, mais d'accord. Tu retrouves le même dilemme qu'en boîte, quoi. C'est pas sexy, donc pour les draguer. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc j'ai eu besoin de changer d'image, en fait. Et je me suis dit, comme on avait l'opportunité, parce que pour le coup, dans la deuxième boîte, Go for Pro, on est 2. Et c'était aussi de se dire, on s'envoie des contacts et des prospects, on fonctionne ensemble, ça marche très bien, tout le monde est content, les clients sont contents, donc on va structurer une offre. Et moi, ça me permettait de dire, voilà, je suis conseiller en gestion, j'accompagne les entreprises dans le métier de l'entrepreneuriat, parce que je suis convaincu que c'est un métier, et ça me permettait un peu de changer de discours. Et aujourd'hui, tu vois, sur LinkedIn, si tu veux savoir que je suis expert comptable, ou faut me connaître depuis longtemps, ou faut aller chercher un peu loin dans ma bio. Et donc aujourd'hui, je me présente plutôt comme conseil en gestion, parce que pour vendre du conseil, alors on va avoir des catalogues de conseils, il y a des cabinets qui arrivent très bien, mais je suis pas sûr que ce soit forcément dans les cabinets qui vendent le plus de conseils, que ce soit les experts comptables qui en vendent le plus. Il y a peut-être effectivement des équipes de commerciaux, et ça c'est très bien, parce que je trouve que c'est un bienfait pour les cabinets, mais on a du mal, et notre image, non au-delà, c'est compliqué, quoi.
J'ai jamais regardé, mais il paraît que dans Plus belle la vie ou je sais pas quoi, c'est un binoclard comptable. Voilà. Tu vois l'image, quoi. C'est toujours un peu comme ça. Si Netflix nous entend, on attend la série à la Suits qui mettra en avant les experts comptables. Il y a Mr. Wolf, je crois, avec je sais plus son nom, l'acteur, et c'est un serial killer. Je dis ça au moins, ça a un peu plus de gueule. Voilà. Oui, alors bon, c'est quand même pas super positif. Et voilà, généralement, c'est vrai que le rôle de l'expert comptable dans les séries, c'est pas le meilleur rôle. C'est pas foufou, ouais. Mais on y travaille. Tout à fait. Va falloir qu'on joue. Mais effectivement, les mots ont leur importance. Et je pense que alors il y a beaucoup de débats sur expert. C'est quoi la différence entre expert comptable et comptable? Moi, j'avoue qu'il y a des fois, alors, j'ai un peu arrêté parce que c'était effectivement pas très valorisant. Je me présentais comme comptable parce que aller mettre de la complexité dans les relations, voilà. Bon, au final, il faut quand même aussi valoriser la compétence. Donc j'ai arrêté de me présenter uniquement comme comptable. De toute façon, j'ai quasiment arrêté de me présenter comme expert comptable. Mais c'est pas évident parce que effectivement, on appelle à la comptabilité, à faire des bilans et sortir de ça, faire comprendre qu'on fait autre chose, c'est pas facile. Et pourtant, on fait autre chose. Et c'est hyper vexant pour les cabinets qui font autre chose. Et il y a plein de cabinets qui font autre chose. Ils ont des services spécialisés, ils font de la CGP, enfin du conseil de gestion de patrimoine. Et tu vois, je pense, c'est peut-être pas bien de citer, mais une Extenso qui a créé le point C, il y a un nom, il y a une identité, et ça c'est malin d'avoir effectivement créé une autre identité pour autre chose. Et je trouve que ça rejoint cette problématique-là. À un moment donné, l'image de l'expert comptable qui fait des bilans, elle est quand même un peu nuisible. Si on veut faire autre chose, il y en a très bien, il y en a plein qui sont contents de faire ça. C'est un métier et se contenter de faire de la se contenter, c'est péjoratif, c'est pas sympa. Mais il y a plein d'experts comptables qui veulent faire de la révision, qui veulent accompagner leurs clients à produire des documents et c'est le jeu. Et il y en a besoin. C'est la signature et le rôle, il sert à quelque chose. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Exactement. Si tu veux aller au-delà, il y a un problème d'image. C'est ça. Et de travailler du coup son image de marque. Oui, tout à fait. C'est du coup une des clés pour accompagner les clients là-dessus. Je te vois venir. Ouais, là je vais parler d'une autre marque, la marque employeur, parce que maintenant tu as donc ta première salariée. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as accueillie, comment tu comptes la fidéliser? Pas bien du tout. Attention, elle va peut-être écouter en plus. Elle va certainement écouter. Bien, plutôt, forcément, quels sont tes conseils pour quelqu'un qui se lancerait et qui accueillerait son premier salarié? Est-ce qu'il y a des choses à penser ou justement des choses à ne pas faire? Alors, j'ai peut-être une réflexion un peu à part, mais comme je suis formateur et que j'ai quand même formé un certain nombre de personnes, je pars du principe que la compta, ça s'apprend. Et moi, j'avais surtout besoin de quelqu'un qui m'aide sur la partie assistant. Donc Virginie est plutôt sur le poste d'assistant. Et c'est ce qui m'allait bien. Et avec ça, avec une compétence en organisation. Donc faire ce que je ne fais pas, ça veut dire gérer l'organisation des papiers, etc. La rigueur. La rigueur. Et là où je ne suis pas bon, la structuration, le côté carré... c'est pas forcément ma compétence première. Et donc moi, j'ai Virginie, alors elle est à temps partiel, en fait, elle est aussi entrepreneuse à côté. Donc, ce qui m'intéressait, c'est que c'est quelqu'un qui a le même discours que moi. C'est aussi une entrepreneuse. Donc, on est encore entre nous. Donc, moi, je suis entrepreneur et beaucoup de clients m'ont dit, qui m'ont suivi, tu vois, dans le passage salarié à entrepreneur, ils m'ont dit, t'as changé et en bien. Tu parles comme nous. Et on me l'a dit et ça fait plaisir. Et effectivement, ça change un peu le mindset. Et je voulais garder ça. C'est-à-dire que moi, je voulais garder en disant, je suis un peu pris au piège avec des gens, clients, que j'aime beaucoup, qui m'ont suivi. On est, tu vois, entre nous, entre entrepreneurs. Le choix du salarié, c'était un peu... je suis tout petit cabinet, hein, donc elle est en employé qu'à mi-temps. Donc, vraiment, ça a été effectivement, par rapport à ses compétences, le côté complémentaire, le côté compta, je lui apprends. Et moi, j'avais besoin de cette compétence qui me manquait. Et donc, je dirais, le recrutement, c'est la compétence qu'elle m'apporte. Et je pense qu'aujourd'hui, elle le vit relativement bien, tout simplement parce que, je lui dis merci quasiment tous les jours. Ça, c'est un très bon conseil. Non, mais alors ça, c'est assez tôt. Mais au même titre que certains de mes partenaires, tu vois, enfin, je disais, j'ai un partenaire qui fait la paye. Il n'est pas là, je suis un peu dans le caca quand même, hein, parce que autant je peux apprendre à faire la compta à mes clients, autant à faire la paye, leur dire, il y a Silae, c'est pas mal, vous voyez, vous pouvez l'utiliser puis vous vous démerdez. Bon, c'est compliqué. Et donc, c'est-à-dire que sans eux, ça fonctionne pas.
Donc là encore, toi, tout seul, ça fonctionne pas. Et donc aujourd'hui, sans Virginie, ça passe pas. Parce qu'elle m'apporte, elle m'ouvre aussi sur une organisation. La fameuse boîte à chaussures dont on parlait tout à l'heure, c'est elle qui va aller voir le client et qui va lui dire voilà, on s'organise comme ça, tu me transmets tes documents par mail, ou comment on fonctionne, qu'est-ce qui est faisable au mois, au trimestre, etc. Et ça, c'est elle qui le fait. Les questions, l'organisation qu'on devrait tous faire, mais on n'est pas forcément bon pour le faire, on ne sait pas forcément comment, c'est pas toujours évident de rentrer. Il faut aussi prendre le temps, et prendre le temps, ça veut dire aussi fixer des honoraires. Et moi aujourd'hui dans mon offre, tu vois, j'ai 300 € pour ça. Donc en première année, le client paye 300 € pour avoir du temps avec Virginie, pour caler son organisation dans l'idée de se dire c'est ça qui ferait que ça fonctionnera et qu'on perdra pas de temps, que je ne suis pas en train de vous demander les documents tous les 4 matins, etc. Mais c'est vraiment sa compétence. Elle est entrepreneuse, et ça j'y tiens. Et je pense que d'avoir dans les cabinets des gens qui ont une autre vie, ou même qui sont entrepreneurs, c'est une chance de dingue. Et puis, et puis savoir ce qu'ils savent faire en fait. Après la compta, honnêtement, ça s'apprend. Surtout si on reste sur de l'assistant et pré-réviseur. Après, il y a des choses. On a un métier du droit, donc il y a des parties techniques, il faut les apprendre, il faut les connaître. Mais franchement, sur une révision un peu simple. Et justement, tu es formateur ? Oui. Donc, tu formes quel type de profil ? Alors, encore une fois, comme j'ai pas de compétences spécialisées sur le bâtiment ou des choses comme ça, j'ai toujours voulu être formateur. Ça, j'ai voulu, dès mon parcours d'études, j'ai voulu restituer ce qu'on m'avait donné. J'ai eu des profs qui m'ont marqué. Et je m'étais dit, je rendrai ce qu'on m'a donné. Et surtout, voilà, j'étais pas forcément très à l'aise à l'école, j'avais pas le mode de fonctionnement adapté pour. Et donc, dès que j'ai été expert comptable, et ça a été effectivement d'aller voir le CKRA et leur dire je rendrais bien la monnaie de la pièce et donc je passerais bien de l'autre côté de la barrière. Et effectivement, je suis tombé avec une certaine chance dans une période où ils cherchaient un peu à renouveler un peu leurs intervenants. Et donc j'ai formé collaborateurs débutants, donc la comptabilité pour les débutants, puis après réviser un grand livre. Et là, j'ai la grande chance, merci Audrey, d'intervenir dans le cadre des POEC, et donc de dire, ce sont des chômeurs, ils sont au Pôle emploi, il y a une convention avec Atlas, CKA et Pôle emploi, et donc ce sont des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui cherchent à rentrer dans le métier de la comptabilité. Et c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, souvent, les gens que j'ai en formation sur la comptabilité pour les débutants, c'est souvent des reconversions professionnelles. Et je leur dis, mais ne perdez pas ce que vous avez appris dans votre autre ou vos autres vies, parce que derrière vous allez avoir des clients, certains seront des littéraires et absolument pas des comptables ou des mathématiciens. Vous avez une culture, vous savez comment ça fonctionne dans un milieu, et ça c'est une richesse incroyable pour discuter avec un client. Je me souviens mes débuts, le deuxième cabinet que j'ai fait, là j'étais encore à Nantes, j'ai eu une dame qui était une littéraire pure, qui écrivait des magazines pour des grosses boutiques type Super U, etc. Elle écrivait leur fanzine interne, des choses comme ça. Une pure littéraire. On n'arrivait pas à se comprendre. Et moi, à l'époque, j'avais pas le bagou, j'avais pas l'expérience pour être pédagogue, pour dire les choses autrement qu'avec un langage comptable. Eh ben, c'était douloureux. On n'arrivait pas à se parler. Elle appelait derrière moi l'expert comptable en disant mais votre collaborateur c'est une merde, je comprends rien à ce qu'il me dit, faut me mettre quelqu'un d'autre. Et après, t'apprends à expliquer différemment, etc. Donc la formation, c'est très bien. Et je leur dis, moi tous, gardez ce que vous avez appris, même si vous êtes partis pour des raisons, etc. Gardez quand même ce que vous avez appris. Vous avez une vision de la vie, vous avez une chance par rapport à des gens qui sont du pur produit ou du pur sérail de la compta, qui n'ont jamais vu autre chose. Et vous avez vu autre chose et vous êtes capable de discuter avec des gens d'un type de milieu. Si vous avez bossé dans une association, vous savez ce que c'est. Si vous avez bossé dans un entrepôt ou dans une... je me souviens de personnes qui ont bossé dans les entrepôts de grande surface, vous savez ce que c'est que de la maintenance, etc. Donc, la logistique, etc. Vous savez comment ça fonctionne, vous savez c'est quoi un entrepôt. Et gardez ça parce que demain, vous allez peut-être discuter avec des gens qui vont être dans ce milieu-là. Et au contraire, c'est peut-être une façon aussi vis-à-vis du cabinet de se positionner en disant, je connais ce milieu-là, on peut peut-être travailler sur des dossiers qui correspondent à ça. Mais ça, c'est une super force pour la relation client. C'est une super force. Il y a énormément de chance, et on a énormément de chance d'avoir des gens qui veulent se reconvertir et venir dans la compta, et ça, c'est absolument génial. Parce que l'intérêt de la comptabilité, alors je leur dis vulgairement et un peu de manière provocateur, on n'a quand même rien inventé de plus con parce que on parle du français, donc dire j'ai acheté mon ampoule à un boulanger,
On va le traduire en données numériques, donc avec un compte 606.3, voilà. Et nous, derrière un expert comptable, on doit s'emmerder à retraduire ce numérique en français. C'est-à-dire, dans le schéma, si on le présente comme ça, c'est quand même très idiot. Sauf que c'est bien évidemment très réducteur, et que la synthétisation est importante, parce qu'autrement, si on présente toutes les factures, on s'en sort pas. Mais il faut revenir au français. Il faut revenir effectivement à un langage compris, parlé, parce qu'il faut qu'on présente aux clients. Et les gens qui ont connu autre chose, c'est une force de dingue. Exactement. D'autant que certains ont aussi eu de la relation client. Oui. Et ça, c'est très précieux dans l'expertise comptable, contrairement à ce qu'on peut croire quand on parle justement de comptabilité. On imagine très vite quelqu'un qui va être au fond de l'entreprise, caché. Enfin, moi, j'entends souvent ça. En fait, la réalité est tout autre. Donc, reconvertissez-vous. Reconvertissez-vous. C'est formidable. Voilà. Dans l'expertise comptable. Dans l'expertise comptable. Surtout. Merci pour ce moment. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai encore une question à te poser. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu ? Alors j'avoue, comme j'ai écouté tous les épisodes, j'avais un peu... Mais en fait, dès le premier épisode, ça m'est venu assez naturellement, parce qu'en fait, ça correspond à un de mes... j'allais dire une de mes campagnes de com, non, mais une communication que j'ai faite à un moment donné, où je rebondissais sur la série qui m'agace un peu, qui veut être mon associé. Et donc la réponse est un 101-300, capital, parce que je me considère, j'ai fait un flyer là-dessus, être l'associé à 0%. Se dire, ben voilà, moi, tu vois, dans qui veut être mon associé, on entend souvent les gens dire, ben voilà, effectivement, on cherche une entrée au capital, on cherche une aide financière, mais on cherche surtout quelqu'un qui va nous accompagner, nous aider, qui va faire partie du CODIR. Ben moi, c'est la partie qui m'intéresse. Moi, c'est de se dire, ce rôle-là, ce rôle d'associé, sauf que je prends 0%, ben comptez sur moi, et je considère presque faire partie de la boîte. Souvent, quand je parle à mes clients, je dis nous, et j'ai un investissement, oui, émotionnel avec eux, et compte de capital. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Mais, grand plaisir, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note, ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lamaconta. À bientôt sur Génération Comptable.